Nous croyons tous bien connaître ce fluide qui règne en maître sur notre planète, l'eau. Elle est omniprésente et ses propriétés nous semblent familières. Mais si nous l'examinons de plus près, de nombreux mystères apparaissent. Par exemple, l'eau possède-t-elle une mémoire? Ces molécules se souviennent-elles des événements qu'elles ont rencontrés? Des forces cosmiques sont-elles en jeu? La recherche des caractères propres à l'eau conduit droit aux frontières de la science, là où les faits deviennent si énigmatiques que peu de choses séparent une hypothèse erronée d'une découverte susceptible de bouleverser le monde. Tout est composé d'eau, le corps humain, les plantes, les animaux. La plus grande partie de la planète est recouverte d'eau. Rien d'étonnant à ce que la métaphysique, comme la science, se soit toujours intéressée à elle. À une certaine époque, l'eau a cessé d'inspirer uniquement des considérations mystiques pour devenir un objet d'étude scientifique. Tout sembla alors avoir trouvé sa place. Jusqu'à ce que des gens voient soudain en elle de nouvelles propriétés spectaculaires, en particulier ce qu'on a appelé sa mémoire, une théorie qui a donné lieu à des centaines d'ouvrages. L'idée qui la sous-tend est que l'eau est influencée par son environnement, par les corps qu'elle a côtoyés. Des rayons et des vibrations seraient également capables de modifier ses caractéristiques d'une étrange façon qui demeure un mystère pour la science. L'affirmation la plus étonnante vient d'un naturopathe japonais du nom de Masaru Emoto. Ce qu'il avance pour prouver que l'eau est douée de mémoire est à la fois hallucinant et effrayant. Il prétend avoir démontré que l'eau était capable d'emmagasiner des informations et dit pouvoir les matérialiser par des photos. La forme des cristaux de glace dépendrait de l'information en présence de laquelle l'eau a été mise. D'après Emoto, des conditions défavorables donnent naissance à des cristaux difformes, comme pour l'eau des robinets de Tokyo ou l'eau trouble du Gange. En revanche, celle qui s'écoule des glaciers du Canada ou des sommets des Alpes produit des cristaux aux superbes formes harmonieuses. Masaru Emoto a également mis de l'eau en présence de musique, en commençant par des classiques comme Beethoven et Chopin. Selon lui, l'eau se souvient de ce qu'elle a entendu, au point que ces cristaux reflètent le style de chaque musique. Comme on pouvait s'y attendre, Emoto a prétendu que Beethoven, Chopin ou Bach incitaient l'eau à se changer en beaux cristaux réguliers. Alors que des musiques qualifiées de modernes, en particulier le heavy metal, n'aboutissaient qu'à des cristaux monstrueux. Étant donné notre degré d'ignorance sur l'eau, il existe beaucoup de théories différentes. Nous n'en sommes qu'au tout début et nous soumettons nos résultats à tous les savants du monde pour qu'ils en discutent. Ils sont souvent embarrassés par cette nouvelle façon de penser.
Après réflexion, il arrive qu'il ne sache pas quoi conclure et reste muet. Les 12 ans de recherche d'Emoto dans une chambre froide et ces dizaines de milliers de cristaux photographiés aboutissent à une affirmation aux conséquences colossales. L'eau est capable de se souvenir d'un événement. Cette déclaration a de quoi faire dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel physicien. L'eau nous a déjà gratifié de bon nombre de prodiges, même dans le cadre des lois traditionnelles de la physique. La plupart des matériaux s'étirent lorsqu'ils s'échauffent et se contractent en se refroidissant. Il n'en va pas ainsi avec l'eau, qui atteint sa densité maximale non pas à 0 degré, mais à 4 degrés. C'est pour cette raison qu'en hiver, la surface d'un lac est plus froide que la couche qui est au-dessous. Quand l'eau se refroidit et gèle, contrairement aux autres fluides, elle devient moins dense, elle se dilate et remonte en surface. Si ce n'était pas le cas, notre monde aurait une toute autre allure. Les icebergs ne flotteraient pas et les glaçons couleraient au fond de nos verres. La cause de ces étonnants constats réside dans la structure moléculaire de l'eau. Bien qu'elle soit composée d'oxygène et d'hydrogène, contrairement à la plupart des autres mélanges gazeux du même ordre, elle ne constitue pas un gaz, mais un liquide. L'explication est que chaque molécule d'eau isolée rejoint des molécules semblables pour constituer avec elles de vastes structures éphémères qui lui donnent sa consistance liquide. Ce phénomène est décrit dans tous les manuels, bien que personne n'ait jamais observé pour de bon de tels assemblages de molécules. Comme ils se forment puis se disloquent à une très grande vitesse, l'eau passe par des états temporaires, pouvant permettre un éventuel stockage d'informations. La capacité de l'eau à mémoriser des informations est une hypothèse qu'on prend particulièrement au sérieux en Russie. Derrière le rideau de fer de l'Union soviétique, des chercheurs ont passé des décennies à l'abri des fluctuations de la pensée scientifique, ce qui leur a permis d'approcher de nombreux sujets sans être victimes de la mode. Yuri Rachmanin est considéré comme l'éminence absolue dans les recherches menées sur l'eau en Russie. Il est vice-président de l'Académie des sciences naturelles. Pour lui, la première obligation d'un chercheur est de garder toujours les yeux et les oreilles grands ouverts. Beaucoup de gens viennent nous parler de leurs recherches sur les propriétés inconnues de l'eau. Leurs idées sont souvent complètement absurdes et nous les repoussons catégoriquement. Mais il arrive que certaines soient corroborées par des expériences chimiques ou physiques. Notre devoir de chercheur est alors de les examiner avec soin, car la poursuite des expériences est primordiale. Nombre d'entre elles sont réalisées en Russie. Prenons l'exemple de Witold Bakir, un chercheur qui s'est converti en homme d'affaires. Il doit son succès à une invention qui, dans l'état actuel de la science, n'aurait jamais dû voir le jour. Il lui a fallu 30 ans pour mettre au point une machine qu'il vend maintenant en série. Elle débarrasse l'eau des impuretés et des bactéries en quelques secondes et sans additifs chimiques. Ce traitement est facile à pratiquer. On introduit l'eau d'un côté et peu après elle ressort de l'autre dans un état remarquable. Elle est biologiquement pure. Les métaux lourds ont été rendus inoffensifs et tous les éléments suspects de sa composition ont été éliminés.
Le principe repose sur la technique classique de la division électrochimique de l'eau, donnant lieu à un mélange d'hydrogène et d'oxygène, le gaz appelé oxyhydrogène. Ce qui demeure mystérieux, c'est la façon dont Witold Bakir arrive à produire cette réaction dans sa machine. Mais l'essentiel est qu'elle fonctionne. Au cours des 5 dernières années, nous avons produit environ 25 000 appareils pour des hôpitaux russes. On peut trouver notre système dans n'importe quel hôpital de Russie. C'est le procédé le plus écologique pour purifier, désinfecter, stériliser toutes sortes de solutions aqueuses. Il évite l'emploi d'agents chimiques, ce qui fait donc des économies d'argent et du travail en moins. Les détails techniques restent secrets. On sait seulement que la machine comporte des tuyaux en titane et des filtres de céramique à travers lesquels passe l'eau pour être en quelque sorte activée. La transformation subie en quelques secondes par l'eau du robinet de Moscou est illustrée dans une expérience où on verse quelques gouttes d'encre dans l'eau. À gauche, de l'eau normale. À droite, de l'eau activée par Bakir. Alors que l'eau du robinet est colorée par l'encre, l'eau activée l'absorbe complètement. Ce phénomène appelle une explication scientifique. Personne ne nie les faits sous prétexte que nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe exactement. Cette eau a un usage médical et de nombreuses études scientifiques ont certifié qu'il n'y avait aucun risque de toxicité. L'efficacité est constatée, bien que la raison demeure inconnue de tout le monde, y compris des grands savants. Les gens qui ne voient en l'eau qu'un solvant se trompent profondément. L'eau est bien autre chose que ce qui tombe du ciel sous forme de pluie et lave nos trottoirs. L'eau est à coup sûr une source d'énergie et d'information. Elle produit de l'hydrogène et de l'oxygène. En Russie, il y a actuellement plusieurs programmes d'études pour utiliser l'énergie qu'elle contient. On parle même de construire un moteur à eau. Dans un institut de recherche moscovite, on fait des expériences sur les effets de l'eau qui défient les lois de la physique. Ici, on va exposer de l'eau polluée par du pétrole à un rayonnement d'ondes courtes. Grâce à l'énergie induite, le pétrole se séparera de l'eau en un clin d'œil. Comme on va le voir, cette méthode n'est pas encore exploitable à l'échelle industrielle. D'abord, on verse l'eau. Puis on y ajoute quelques gouttes de pétrole. On recouvre le tout d'une bouteille en plastique pour que le plafond ne soit pas aspergé. Le système fonctionne même si on ne le maîtrise pas parfaitement. D'un point de vue chimique, les molécules d'eau sont tout à fait élémentaires, et c'est précisément ce qui excite la curiosité des savants russes. Plus on les étudie, et plus apparaissent des théories extraordinaires. Vassili Kachirsky est un scientifique qui dirige le mystérieux centre de sécurité physiologique de l'Institut de recherche stratégique de Moscou. Il a mis au point des disques comportant des figures géométriques qu'il prétend capables d'accumuler l'énergie cosmique et d'influencer la structure de l'eau et donc sa mémoire.
Le dessin a une signification quasi religieuse. Il permet de transmettre différentes énergies, mais aussi de recomposer la structure de l'eau. On arrive à éradiquer des anomalies, entre guillemets, contenues dans l'eau, comme celles qui ont des effets cancérigènes sur le corps humain. La plupart des physiciens seraient abasourdis par de tels propos. Quoi qu'il en soit, il est possible de mesurer le phénomène. L'eau accumule une charge électrique qui, d'après Kaczynski, vient du cosmos. Sommes-nous dans le monde de la physique, de la magie ou de l'alchimie ? Les concepts de magie ou d'alchimie sont tout à fait relatifs. Et à y regarder de près, l'alchimie, c'est aussi de la chimie. Je pense que plus nous étudierons l'eau, et mieux nous nous connaîtrons nous-mêmes. Peu importe le domaine dont relèvent leurs recherches, les Russes suivent cette piste dans l'espoir d'élargir un jour le champ des lois de la physique. Ma conception de l'eau a changé radicalement. Et je suis certain que ce sera le cas de tout le monde dans un très proche avenir. Nos expériences ont rendu évidente notre incapacité à résoudre bon nombre d'énigmes rencontrées, surtout celles concernant l'aspect physique de l'eau. La magie et la science. Une des grandes réussites du monde moderne était d'avoir su séparer clairement ces deux concepts. Le tribunal qui arbitre les litiges siège actuellement à Londres, dans les bureaux du magazine Nature, qu'on a surnommé la Haute Cour des sciences naturelles. Les publications de Nature font autorité, et le savant qui est cité dans ces articles est promis à une brillante carrière. En revanche, celui qui est rejeté ou dénoncé par le rédacteur en chef Philip Campbell et son équipe n'a plus qu'à renoncer à ses aspirations de chercheur. Les expressions « mémoire de l'eau » et « énergie cosmique » sont tabous dans ces lieux saints de la science. Les verdicts sont prononcés avec calme et froideur. Le degré de célébrité du scientifique n'entre pas en jeu. Quand la découverte qu'il revendique est très surprenante, nous demandons à nos experts de l'étudier avec une minutie particulière. L'enquête conclut parfois que le seul moyen de se faire une idée est de réaliser l'expérience avec l'auteur de l'article avant de décider de le publier. Récemment encore, sur le conseil de nos experts, nous avons offert à des chercheurs de procéder ainsi. Comme ils ont refusé, nous n'avons pas publié leur article. Mais même Nature peut se tromper. Dans les années 60, la découverte de la polywater, une eau prétendument polymérisée, a mis le monde sur des charbons ardents. Un physicien soviétique avait déclaré que dans des tubes partiellement remplis d'eau, un fluide inconnu avait pris naissance en quelques jours. Nature avait fidèlement publié cette information. Cette nouvelle eau était plus dense, plus résistante aux agents extérieurs et ne gelait qu'à moins 30 degrés. En outre, elle semblait posséder une forme de mémoire. La polywater a provoqué une hystérie à travers le monde. Le rêve a pris fin un an plus tard, quand on a découvert que ce miracle était dû à une pollution que personne n'avait remarquée. 400 chercheurs étaient tombés dans le panneau. Une bévue semblable pourrait-elle se reproduire ? C'est difficile à dire, parce que suite à cette affaire et à quelques autres, on a appris à être très vigilant. Mais il n'est pas évident que tout ait été négatif dans l'affaire de la polywater. À mon avis, il s'agissait d'un scientifique qui faisait une déposition en toute bonne foi, et ses collègues ont trouvé son invention très intéressante. Ils ont à leur tour fait en toute ingénuité des dépositions intéressantes. Ces déclarations sont allées trop loin par manque de rigueur critique de la communauté scientifique. Des gens auraient pu les examiner avec un plus grand soin, les soumettre plus rapidement à l'expérience.
Toute l'histoire aurait pu être récusée avec des arguments scientifiques. Les sciences de la nature ont beau s'appuyer sur des règles très strictes, il leur arrive d'être bouleversés par des individus isolés. Ainsi, un Tyrolien de 72 ans qui avait quitté l'école très tôt a-t-il été le père d'une invention qui défie les lois de la physique et tous ceux qui s'y réfèrent. Cet homme s'appelle Johann Grander et son invention est l'eau revitalisée. Nous le voyons recevant l'hommage de la République d'Autriche pour les services qu'il a rendus à la science. Des distinctions semblables lui ont été décernées auparavant par l'Académie russe des sciences naturelles. L'invention très contestée qui est saluée ici est celle d'un procédé de revitalisation de l'eau que Grander a exporté avec succès dans le monde entier. Après de longues années noires, Grander accède enfin à la reconnaissance. La réception donnée en son honneur témoigne qu'à moins d'une énorme suggestion collective, il n'est pas l'auteur d'une escroquerie. Que fait exactement l'eau revitalisée de Grander? Elle permet par exemple à l'eau d'une piscine de répondre aux normes légales d'hygiène, même si on n'y verse qu'une partie du chlore recommandé. Avec moins de chlore, on demeure protégé des bactéries. Voici les canalisations principales. Le vieux tuyau descend au robinet individuel. Nous avons coupé le circuit ici et installé le dispositif d'activation en dérivation. L'eau passe par là, traverse le dispositif et rejoint l'ancienne conduite où elle s'écoule ensuite normalement. Rien d'autre n'a été modifié. D'un point de vue scientifique, ce qui se passe à l'intérieur de la boîte de Grander relève de la pure plaisanterie. L'aimant attire l'énergie et la transmet à l'eau. Comme je n'ai jamais fait d'études, j'ai regardé les choses et j'ai appris à observer. L'eau de Grander a des effets très variés. Prenons l'exemple de la boulangerie Knoll à Brême, qui fournit en aliments complets 150 boutiques de produits diététiques. Les clients affirment que les pains faits avec l'eau de Grander restent frais plus longtemps et ont bien meilleur goût. Personne n'a l'impression d'avoir été berné par une invention douteuse. Au commencement, j'avais des doutes. On ne voit rien, on n'entend rien et on ne sent rien. Dès que nous avons essayé, nous avons remarqué que cette eau offrait des avantages nouveaux. Le plus facile à comptabiliser dans la production, c'est le rapport entre l'eau et la farine. Depuis qu'on utilise ici l'eau revitalisée, on en met davantage dans la pâte. Autrement dit, avec la même quantité de farine, on produit plus de pain, ce qui lui permet de sécher moins vite. Avantage supplémentaire, depuis que tous les robinets de la boulangerie sont équipés avec les boîtiers de Grander, on économise environ 30% de liquide vaisselle. D'autres conséquences mineures sont tout aussi appréciées. Le café me semble meilleur. C'est important pour des boulangers qui travaillent toute la nuit. Je le trouve moins amer. L'eau prétendument revitalisée sert aussi dans les systèmes de refroidissement des usines de fibres synthétiques. Si la température ne reste pas constante, la qualité des produits en souffre. Jusqu'ici, on se servait d'additifs chimiques pour combattre les dépôts de boue, d'algues et de bactéries dans les circuits. Depuis que l'eau revitalisée les alimente, ils ne sont plus encrassés, on peut se dispenser d'agents chimiques.
J'admets avoir été sceptique au début. Ça me faisait penser à un gadget New Age. Mais il est vite devenu évident que la qualité de l'eau s'est bien améliorée. En tant que technicien, j'ai du mal à l'expliquer. Nos relevés ont montré que la qualité était meilleure, mais pour le moment, on ignore pourquoi elle est devenue si stable. Quand il s'agit d'argent, peu d'entreprises sont prêtes à plaisanter. Et les casinos autrichiens ne font pas exception. Pourtant, l'établissement de Velden utilise de l'eau revitalisée pour ses circuits de climatisation. On a fait appel à elle parce que les employés souffraient de la sécheresse de l'air qui leur irritait les yeux et la gorge. Depuis que l'eau passe par un revitaliseur, plus aucun agent chimique n'altère la qualité de l'air. Comme on l'espérait, l'affaire a été rentable. Nous avons fait des économies. D'après nos calculs, la dépense sera amortie en 3 ans. Dans la mesure où le profit est un critère de réussite, une chose est certaine. Le dispositif de revitalisation de Grander est un succès, même si la science n'arrive pas à en comprendre le fonctionnement. On ne devrait pas s'en inquiéter. Les lois de la physique ne sont après tout que des figures de l'esprit. Comme l'a écrit Albert Einstein, le sentiment le plus beau et le plus profond que puisse éprouver un homme est le sens du mystère. C'est la base de toute religion, aussi bien que de toute l'aventure artistique ou scientifique. Celui qui n'a jamais vécu cette expérience est soit mort, soit aveugle. L'eau est terriblement intelligente, bien plus que l'air. Je vais vous dire pourquoi personne n'a jamais mené de recherche là-dessus. Les gens qui n'ont pas d'argent, ou pas beaucoup, font tous leurs efforts pour déboucher sur une découverte. Mais ceux qui ont de l'argent, les savants, ils font des recherches qui sont toujours les mêmes. Vous ne pouvez être un scientifique que si vous vous comportez de façon scientifique. Il y a des façons précises d'agir scientifiquement. Même pour mettre en question des idées orthodoxes, vous devez avoir une démarche que les autres peuvent suivre et qui respecte les normes communes. Par exemple, si vous procédez à une mesure, vous devez mentionner sa marge de précision, ainsi que tous les paramètres qui permettront à vos résultats de ne pas être rejetés. Si vous ne suivez pas ces règles, l'absence de données met en doute la rigueur de votre mesure. C'est parfois l'indice qu'une erreur s'est glissée. Cet homme, Vladimir Konstantinovitch Kondratov, un des plus anciens physiciens russes, ne tolérerait jamais qu'on l'accuse de manquer de rigueur scientifique. Il est pourtant le seul à oser émettre une explication au pouvoir très particulier de l'eau de Grander. Il suppose que l'eau possède des structures susceptibles d'être altérées. Ces structures sont capables d'absorber l'énergie solaire, de même que les rayons cosmiques. Quand l'eau est traitée par la technique de Grander, ces structures en forme de cuvette s'élargissent. Elles s'agrandissent, y compris verticalement. Leur dilatation leur permet alors d'emmagasiner encore plus d'énergie en provenance du Soleil et du cosmos. Plus elles accumulent d'énergie et plus s'accroît la quantité qu'elles peuvent capter, puis redistribuer dans leur environnement. Et à nouveau, le concept de cosmos alimente la discussion. On semble l'évoquer dès qu'on est face à l'inexplicable.
S'agit-il de la divine providence qui a aidé Johann Grander à taper dans le mille et à ébranler les bases de la physique? Malgré la modestie de ses études, il possède certaines des qualités requises chez un bon physicien. Toute sa vie, il s'est montré curieux et joyeux. Le vieil homme et ses étranges idées symbolisent la zone d'ombre entre la vraie science et la fausse, là où gisent tant de fructueuses théories, mais aussi tant de chimères et d'impasses. Dans le cas de Johann Grander, des indices récents laissent penser que l'eau revitalisée est plus qu'une simple croyance. Le respectable Institut universitaire technique de Graz, en Autriche, en a même fourni une preuve. On y a collecté des eaux issues de sources variées. On les a analysées selon les normes traditionnelles et on les a comparées à celles de Grander. Les résultats ne montrent aucune différence, à une seule exception près, mais qui constitue une révélation sensationnelle. La revitalisation de l'eau a réduit sa tension de surface de 17% par rapport à celle des autres échantillons, et cela indépendamment de la température. Le directeur de l'Institut n'a aucun doute sur les explications physiques et chimiques du phénomène. Aussitôt l'étude publiée, il a été submergé par les demandes de renseignements et a été en outre attaqué par de nombreux collègues. Je reste fidèle à un principe, ne croire qu'à ce qui est mesurable. Je rejette catégoriquement tout le reste. Un technicien comme moi ne prend pas de risques inconsidérés. La plupart des pouvoirs de l'eau revitalisée restent des mystères, mais il faudra bien s'y pencher à nouveau. Je suis obligé de lui donner un autre nom. J'ai une eau qu'on appelle de l'eau, et tout à coup j'en vois une autre qu'on appelle aussi de l'eau, en ajoutant juste le mot active entre parenthèses. Pour nous tous, l'eau c'est H2O, voilà tout. Il faut trouver un nouveau concept. L'idée que l'eau possède une mémoire empoisonne la science depuis des siècles. En particulier face au cas de l'homéopathie, qui est basé sur le postulat que l'eau se souvient des agents actifs qu'elle a contenus. Les médicaments homéopathiques sont tellement dilués que chacune des doses prises isolément ne peut même pas renfermer une seule molécule de l'agent actif. Si l'effet thérapeutique subsiste, c'est que l'eau se souvient de lui. Rien qu'en Allemagne, 4000 médecins soignent leurs patients par des méthodes fondées sur cette mémoire, alors que les physiciens nient son existence. Tous ceux qui ont essayé de prouver la validité de cette théorie ont débouché sur un cuisant échec. Scientifiquement, dans l'état actuel de nos connaissances, il est difficile de comprendre, si ce n'est impossible, comment une chose si diluée peut encore produire un effet. Je dois pourtant prendre en considération toute suggestion crédible qui n'a pas été contredite par l'expérience. Mais je reste très sceptique. On est moins suspicieux lorsque ce sont les animaux qui bénéficient de pouvoirs qui ne sont pas démontrés. Les traitements homéopathiques agissent également sur les animaux, alors que ces derniers se fichent éperdument des débats scientifiques. Quant à leurs propriétaires, qui payent pour qu'on les soigne efficacement, ils sont aussi difficiles à influencer. Si les soins prescrits à leurs chers compagnons étaient inopérants, tout ce pan de la médecine se serait effondré depuis longtemps. Le vétérinaire autrichien Peter Knaffel s'est spécialisé dans l'homéopathie depuis plus de 10 ans et il rencontre un succès croissant. Il a guéri de nombreux animaux que leurs propriétaires croyaient condamnés. De nombreuses études le confirment, mais c'est encore plus spectaculaire dans la vie quotidienne.
Peu m'importe que ce soit scientifiquement prouvé ou non, mon seul souci est l'efficacité. Je peux témoigner de la réussite de ma pratique. Démontrer comment fonctionne l'homéopathie n'est pas prioritaire. Je conseille de ne pas y croire. Si on examine le comportement de l'eau et tout ce qui se passe au sein de ces molécules, rien ne montre comment elles pourraient garder trace de substances qui ne sont plus présentes en elles. Non, n'y croyez pas. Comment l'homme de la rue peut-il s'y retrouver dans ce territoire flou qui sépare la foi de la science? Doit-il ignorer tout ce que la science qualifie de farfelu? Ce serait très difficile dans le petit village alpin de Saint-Marijn, où la survie de l'Église atteste d'un phénomène mystérieux au regard de la physique. Avant sa restauration, ce bâtiment vieux de 9 siècles souffrait d'un taux d'humidité de plus en plus élevé, au point que ses murs de grès moisissaient progressivement. Peu à peu, il s'imprégnait d'eau comme une éponge. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de ce phénomène. Il y a encore quelques années, on célébrait la messe dans un air gorgé d'humidité à 90%, alors qu'il est maintenant aussi sec que celui d'une cartonnerie. Le responsable du miracle est un dispositif indéfinissable qui fonctionne sans électricité. Son constructeur assure qu'il met en jeu une énergie dont ne parle aucun livre de physique. Cet appareillage totalement extravagant a pourtant en quelques mois réduit d'1 tiers le taux d'humidité qui régnait dans l'église. Je ne suis ni porté sur le New Age, ni expert en physique. Je suis hélas profane en ces deux domaines. Mais on a souvent observé des phénomènes médicaux et physiques dont on était incapable de prouver l'existence. Il existe beaucoup de choses au ciel comme sur terre que nous ne savons ni mesurer, ni maîtriser. Je suis convaincu que personne ne détient de monopole dans ce domaine et qu'il est possible d'en avoir différentes approches. Si on remonte le chemin suivi par cette invention étonnante, on aboutit au vénérable monastère de Klosterneuburg, près de Vienne. Ici également, on a mené une longue bataille contre des murs ruisselants d'eau, particulièrement dans un très vieux sous-sol qu'on a décidé d'aménager en vinothèque. Aujourd'hui, le seul liquide encore présent dans la vinothèque de Klosterneuburg est le vin. Les murs sont secs, tandis que des dispositifs mystérieux pendent du plafond sous un ingénieux habillage. Le procédé était beaucoup moins onéreux que tous ses concurrents sur le marché, mais il a été considéré avec méfiance pendant un certain temps. Nous avons foré les murs pour tout examiner à l'intérieur. Ça marche. Je suis tout à fait convaincu que ça marche. Suite au succès rencontré ici, confirmé par les tests d'humidité, nous avons installé le même système sur 3 autres chantiers. Et il a aussi bien fonctionné. Apparemment, le dispositif parvient à maîtriser l'humidité en l'évacuant dans la terre. Comment son inventeur explique-t-il le phénomène ? Voici un modèle du générateur dernier cri installé à l'intérieur d'un tonnelet. Le principe de base est une antenne qui reçoit l'énergie tellurique. L'énergie qui pénètre est alors polarisée grâce à l'effet dextrogire de cette pièce et envoyée vers la partie émettrice.
Par le sommet pénètre l'énergie qu'on appelle cosmique. Elle confère une force supplémentaire à l'ensemble. Que son appareil soit scientifique ou non, Wilhelm Moorn en a déjà vendu 26 000 exemplaires et revendique un taux de satisfaction de 100%. N'est-ce pas au-delà de toute espérance face aux résultats des méthodes classiques ? De tels miracles rendent euphoriques ceux qui y ont participé, au risque qu'ils se ferment aux objections. Quand on leur en avance, il est raisonnable qu'ils acceptent leur défaite. Un exemple concret s'est produit à Moscou. Johannes Koppensteiner, qui assure les relations internationales de Johann Grander et de son eau revitalisée, aime aussi les expériences aventureuses. Dans sa chambre d'hôtel à Moscou, il installe 2 petites bouteilles d'eau radioactive à côté d'une bouteille d'eau revitalisée. La proximité de l'eau de Grander suffira-t-elle à réduire la contamination qui va se répandre au cours de la nuit ? Le lendemain, sa première visite est pour l'université. Son optimisme n'est pas dépourvu de raison. Il y a peu de temps, à Moscou même, des scientifiques ont remarqué que si on introduisait de petits échantillons d'eau radioactive dans le mystérieux revitaliseur de Grander, leur radioactivité baissait. Le voici sur le seuil de l'Institut de radiochimie de l'université Lomonosov. Une démarche comme celle-ci est rare chez un savant. Mais Koppensteiner est un profane, et son expérience sort de l'ordinaire. Yuri Sapochnikov, le directeur du célèbre institut, lui a accordé une bonne part de son temps personnel et a demandé à plusieurs de ses étudiants de se pencher sur la question. Quand je lui ai parlé des mesures faites dans d'autres instituts, il m'a répondu que c'était impossible. Il y avait maintenant près de 40 ans qu'il menait des recherches en radiochimie et jamais il n'avait assisté à rien de pareil. C'est uniquement à cause de la sympathie qui nous liait qu'il a accepté de jeter un coup d'œil. Le résultat a été celui qu'aurait prévu n'importe quel physicien. Nul. Contrairement à ce qui avait été observé ailleurs, la radioactivité de la bouteille n'avait pas diminué. L'expérience était-elle absurde? Koppensteiner attendait-il un miracle? Pour moi, un miracle est quelque chose qui dépasse notre entendement. Cela ne veut pas dire que ce soit réellement un miracle. Les miracles ne se produisent jamais sans raison. Ils ont toujours une cause. Ils nous rappellent seulement que nous ne comprenons pas tout. Si on les considère avec un certain recul, les miracles sont des phénomènes parfaitement normaux, mais que régissent d'autres lois et d'autres paramètres. Hélas, des gens commencent à penser que notre recherche confine à l'imposture, mais on en viendra bientôt à introduire de nouveaux paramètres. Tout trouvera alors sa place. Les scientifiques deviendront capables de vérifier nos découvertes et de mettre en œuvre la technologie appropriée. En enquêtant sur la structure interne de l'eau, sur sa mémoire et sur l'influence du ciel, on débouche nécessairement sur le vieux sujet mythique du flocon de neige. Les formes étranges de ces chefs-d'œuvre de la nature contiennent-elles des informations? Sont-elles des messages que le ciel transmet à la terre? Des milliards de flocons tombent chaque année des nuages, et chaque cristal est unique. Depuis des siècles, cette remarque a fasciné les philosophes aussi bien que les savants.
Le premier à photographier des flocons de neige a été Wilson Bentley, un fermier du Vermont à la fin du 19e siècle. Il est devenu obsédé par l'envie de les prendre en photo le jour où, encore enfant, il a entendu dire qu'aucun flocon n'était identique à un autre. Le principal centre d'expérience sur les flocons de neige est aujourd'hui à l'Institut de technologie de Californie. Là-bas, un physicien recherche ce qui régit les formes prodigieuses des flocons. Ken Liebrecht est actuellement l'unique physicien capable de produire artificiellement des cristaux de neige. Dans son laboratoire, on raille toute idée d'énergie cosmique. Ce qui guide son travail peut sembler arbitraire, même désinvolte. Ça m'est venu tout d'un coup un beau jour, en discutant avec des étudiants autour d'une bière, à propos de la science et du monde en général. J'avais vraiment très envie de me lancer dans des recherches et d'essayer d'en apprendre davantage. Je trouvais la physique passionnante. Beaucoup de choses nous étaient encore inconnues, mais je me disais qu'on pouvait en découvrir une ou deux en faisant quelques expériences. Les cristaux de neige sont élevés dans une glacière. Leurs formes sont altérées par les moindres écarts de température et par les particules de poussière en suspension dans l'air. Liebrecht ne reconnaît pas avoir remarqué un quelconque phénomène de mémoire ou d'influence cosmique. À la vieille question sur la possibilité de trouver deux flocons identiques, il répond de façon peu professionnelle. On peut trouver des formes similaires, mais il est vrai qu'il n'y a pas deux cristaux pareils. Du moins en ce qui concerne les plus complexes. Ils sont un peu comme les humains, ils se ressemblent beaucoup tout en étant différents. Leur forme dépend du trajet qu'ils parcourent en tombant du ciel. Puisque deux cristaux ne suivent jamais le même chemin, ils ne peuvent jamais être identiques. Comme les gens. C'est donc tout simple. Mais quelle est la réponse à la grande énigme? Toute la passion suscitée par l'idée de la mémoire de l'eau n'aura-t-elle été que le fruit d'une hallucination? Ou bien va-t-il falloir réécrire les lois de la physique? Les partisans de cette audacieuse thèse, aussi bien que leurs adversaires, affirment posséder des preuves incontestables et prétendent défendre une vérité scientifique. On peut accuser ces courageux inventeurs partout dans le monde d'avoir une naïveté sans bornes pour oser remettre en question les lois de la nature. Mais l'infinie diversité de l'eau constitue en elle-même un encouragement aux physiciens, comme aux hérétiques, à poursuivre leur route. Je suis tout à fait certain que nous sommes sur la bonne voie. Dès que j'ai commencé à travailler avec Yuri, j'ai senti que nous avions raison. Beaucoup de gens nous rendent visite après avoir travaillé avec succès dans les nouvelles technologies et s'être investis dans l'étude des effets physiques de l'eau. Ils viennent à nous parce qu'ils sont rejetés par la science traditionnelle, qui a souvent peur d'eux. Mais la peur est une entrave au développement de la connaissance. Nous examinons dans un strict respect des lois de la science les découvertes qu'ils déclarent avoir faites. Si nous trouvons que leur validité peut être démontrée, nous n'hésitons pas à parler d'eux auprès du grand public. Parfois, l'acharnement paie. Si l'intuition scientifique de quelqu'un lui assure que les gens ignorent quelque chose, ce serait une grave erreur de le décourager. Lutter contre une conviction communément répandue est très enthousiasmant, et cette démarche peut aboutir à des découvertes fondamentales. Les scientifiques se contentent de l'appeler H2O. Un point, c'est tout. Mais l'eau est beaucoup plus que ça.
Et je leur conseille de l'examiner de bien plus près.